Régénération Caraïbes, le podcast. Régénération. Écoute. Bonjour, bienvenue sur Régénération Caraïbes, le podcast de la transition écologique dans la Caraïbe. Je suis Bertrand Viret, fondateur du bureau d'études en environnement Filao Ingénieur Conseil. Aujourd'hui, nous allons parler de volcans, de risques naturels, de changements climatiques et de notre adaptabilité à tous ces événements extérieurs au fil du temps dans les îles en particulier. Et pour répondre à ces questions et nous abreuver d'informations sur ces sujets, nous avons aujourd'hui Christian Anténor Abazac, qui est, entre autres, l'ancien directeur général adjoint de l'Observatoire volcanologique de Guadeloupe. Alors Christian, merci beaucoup d'être parmi nous. Merci à vous de m'inviter. Ça fait vraiment plaisir. Je sais que ton emploi du temps est super chargé. La dernière fois que je t'ai appelé, il y a 2 semaines, tu étais en train de poser un capteur sur la soufrière, c'est ça? Non, quand même pas. Pas sûr. Pas dans ce cas-là. Là, je pose des capteurs dans l'esprit des gens sur la prévention. D'accord. Leur dire, faites attention, il faut faire attention en Guadeloupe parce qu'on a ceci, on a cela, tremblement de terre, éruption volcanique, tsunami, etc. D'accord. Et donc, on fait de la prévention dans les lycées, dans les collèges, dans les entreprises, dans les administrations. C'est une association qui s'appelle la GEV, qui est l'Association guadeloupéenne d'éthique et de vigilance, à laquelle, je participe. Et cette association gère une autre association qui s'appelle le CPRS, le Centre de prévention des risques sismiques en Guadeloupe, qui gère un simulateur de séisme qui est monté dans un camion, sur un camion, qu'on appelle le Sismobus. On a une plateforme vibrante sur la plateforme arrière et on fait monter des gens dessus, un par un, et on leur fait 40 secondes de séisme de Turquie. On est sur un tapis, sur une table vibrante, avec une balustrade pour se protéger, tout ça. Et donc, la personne monte sur ce tapis-là qui bouge avec 3 moteurs sur 3 axes et un vibreur. Et ça secoue, hein. Je te garantis, ça secoue. Il y en a qui sont surpris, ils disent, ah bon, c'est un tremblement de terre. Je dis, ouais, et ça, c'est tout petit par rapport à ce qui peut nous arriver. Ouais. On a environ 1500 à 2000 tremblements de terre chaque année. Sur ces 1500 à 2000, il y en a une dizaine qui sont ressentis par les populations. Et parmi cette dizaine de ressentis par la population, tous les 5 à 10 ans, il y en a un qui casse des maisons et qui tue. Et tous les X siècles, on ne sait rien, on a un Big One. Et le Big One, le dernier qu'on a eu, c'est 1843 et 3000 morts à Pointe-à-Pitre. De Pointe-à-Pitre de 1843. Ouais. Alors, à l'époque, c'était des maçonneries et des maisons en bois. Alors, ça a déclenché du feu, un incendie. Et l'essentiel des victimes, c'est un grande terre. Je dis 3000 morts, c'est pas seulement Pointe-à-Pitre, c'est toute la grande terre. Et tout ce qui pouvait tenir debout est tombé, les moulins entre autres. Et les victimes, essentiellement au Pointe-à-Pitre, c'est des gens qui ont été tués par l'incendie. Parce que le frottement, comment ça se fait? Non, tout simplement parce qu'à l'époque, alors il y a 2 choses qui n'existaient pas à l'époque. Les voitures automobiles et les buts à gaz. Le gaz. Ouais. On faisait la cuisine sur charbon de bois. Donc ça s'est éparpillé dans les chaumières et ça a mis le feu. Et deuxième chose, il n'y avait pas d'automobile mécanique. Il y avait des automobiles à cheval, à chevaux. Et les chevaux, il faut les ferrer. Et pour ferrer les chevaux, il faut des maréchaux ferrants. Ouais. Maréchaux, oui, c'est ça. Ouais. Et le maréchal ferrant, ça manipule des forges pour faire des fers à cheval. Donc, il y avait... Et ça s'est produit en pleine matinée, 10h40 du matin. Et donc, les forges, les braises, tout ça, c'est parti dans les maisons. Même quand les cuisines étaient séparées des habitations principales, puisque c'était la tradition, ça a quand même mis le feu à la ville. La ville a brûlé pendant plusieurs jours, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à brûler, parce qu'il n'y avait plus d'eau. Parce qu'un tremblement de terre, ça casse les canalisations d'eau. Je ne sais pas si vous avez connu Hugo ici à Guadeloupe, mais Hugo, c'est gentil. Hugo a fait beaucoup de dégâts, mais un cyclone nous laisse l'eau, même si elle n'est pas potable après. Mais un séisme puissant, ça casse tout pour des années. Est-ce que nous, là, parce qu'on est sur... Je sais qu'il y a une faille qui passe par Jarry. Oh, si c'est le nombre de failles qui sont chez nous, ça, il y en a une bonne centaine. Et pourtant, on a eu, je vois en Haïti, ça a souvent... C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Alors, je dis tout le temps maintenant, qu'il vaut mieux habiter Port-au-Prince en Haïti que d'habiter Pointe-à-Pitre, Basse-Terre au Fort-de-France. Ah ouais? Parce que dans les grandes Antilles, les tremblements de terre sont de toute façon les magnitudes maximales possibles, théoriques possibles, vont pas dépasser 7,5 à 8 sur l'échelle des magnitudes. D'accord. Ici, on peut largement dépasser 8 et aller, on ne le souhaite pas, mais vers 9. En Guadeloupe? En Guadeloupe, dans les petites Antilles. Pourquoi? Parce que la tectonique des plaques dans les petites Antilles n'est pas du tout la même que celle des grandes Antilles. Dans les grandes Antilles, on a du cisaillement, c'est-à-dire que des plaques qui frottent l'une contre l'autre horizontalement,
coulisse comme ça. L'Amérique du Nord, avec Cuba, coulisse vers le Pacifique. Et la plaque Caraïbe où nous sommes coulisse vers l'Atlantique. Donc au niveau des Grandes Antilles, au niveau de la Colombie et du Venezuela, ça coulisse. Et donc il n'y a pas de volcan, mais il y a des tremblements de terre, magnitude maximale 7,5, 8. C'est un petit peu comme la Californie, la faille de San Andreas. C'est du coulissement horizontal. C'est pas méchant, mais ça fait suffisamment de dégâts, surtout dans les zones habitées comme San Francisco. Donc c'est magnitude moyenne. Mais nous sommes dans une zone de compression, c'est-à-dire que la plaque Caraïbe sur laquelle nous sommes va vers l'océan Atlantique, et la plaque qui supporte le fond de l'océan Atlantique vient vers nous avec l'Amérique du Nord qui s'en va vers le Pacifique. Et comme l'arc a tourné, il devient nord-sud. Au lieu d'avoir du cisaillement au nord, on a un arc qui a tourné qui est nord-sud et qui est en affrontement principal avec le fond de l'océan Atlantique. Et donc on a de la compression. D'accord. Donc compression égale tremblement de terre, magnitude à partir de 8, jusqu'au maximum possible sur la planète, 9,5. Mais alors ceux qu'on a là, de petits tremblements de terre. On va dire que c'est même pas des amuse-gueules, c'est vraiment... D'accord. Mais c'est lié à ce phénomène-là quand même. Ça reste impressionnant, mais c'est lié à ce phénomène-là, parce que globalement, la grosse faille principale, majeure, médiane qui nous régit, c'est la subduction, c'est le contact entre la plaque Caraïbe et la plaque Atlantique sous la mer. Ça forme la fosse de Porto Rico, la fameuse fosse qui va de Porto Rico à Trinidad. C'est cette zone-là qui est en compression, et cette zone-là, ça craque. Et un tremblement de terre, c'est quoi? C'est des roches qui cassent sous nos pieds. À force de se comprimer, les roches, elles se craquellent. Ça fait un petit séisme. Ça induit des failles dans la plaque Caraïbe où nous sommes, la Guadeloupe. Donc il y a des failles en Guadeloupe, y compris Jarry, y compris Gosier, y compris Marie-Galante, y compris la Soufrière, n'importe où. Il y a des failles partout. Et ça craquelle, donc ça fait des petits séismes. Mais de temps en temps, il y a une grosse craquation, un gros craquement. Est-ce que ça se prévoit, ça? Non. Alors malheureusement, non. Alors en plus, il y a la compression. Et comme ce sont deux plaques qui ont de part et d'autre de l'eau de mer, océan, mer, il y a une subduction. Ça veut dire que le fond de l'océan Atlantique, qui est la plaque océanique, qui est plus lourde que la plaque Caraïbe qui contient des terres, c'est le fond de l'océan Atlantique qui passe sous nos pieds, qui passe en plein en subduction sous nos pieds. Et ça fabrique des volcans explosifs. Alors, rien que ce phénomène-là va faire que le magma qu'on a sous nos pieds créé par la subduction, le fait que la plaque Atlantique plonge sous la plaque Caraïbe, ça va fabriquer des volcans spéciaux qu'on appelle des volcans explosifs, qui sont des volcans tueurs. Sinon, qui n'ont rien à voir avec l'Etna ou la Réunion. Alors, ils ont l'avantage de prévenir. Ils préviennent. Des mois, voire des années avant. Alors que les tremblements de terre ne préviennent pas. C'est ça. Voilà. Alors, le danger, contrairement à ce qu'on pourrait penser en Guadeloupe, c'est pas les gens qui habitent Saint-Claude-Basse-Terre. Et c'est un point 3 qui le dit, hein. C'est pas les gens qui habitent Saint-Claude-Basse-Terre qui sont sous la Soufrière et qu'on croit que la Soufrière va leur sauter dessus cette nuit ou en 2024. C'est pas vrai. On est à peu près sûr, avec 2 ans de recul, qu'on n'aura pas d'événement à la Soufrière sous 2 ans. Alors, les éruptions phréatiques, c'est pas pareil. Les poufs, les jets de pierre. Ouais, il y a des touristes là-haut. Il y a un petit jet de cailloux parce qu'il y a de la pression. Ça peut tuer. C'est pas une éruption. Mais une vraie éruption phréatique avec de l'eau ou une vraie éruption magmatique avec du magma, c'est pas... La phréatique, c'est peut-être dans les 6 mois à venir et encore. Et la magmatique, c'est pas avant 2 ans. Mais je pensais que moi, c'était des explosions surtout de poussière qu'on avait là. Ah non, alors la poussière, c'est quelque chose de spécial. La poussière, c'est la même chose que le sable des plages volcaniques, le sable noir des plages. Okay. C'est de la roche broyée. Ouais. Tout ce qui existe dans les rivières qu'on voit, c'est de la lave solidifiée. Et ces blocs de lave, à un moment donné, dans l'état d'activité du volcan, ils se pulvérisent par la pression qu'il y a dans le volcan ou par la chimie du volcan. Et ça devient de la poudre. Et c'est ça qu'on appelle la cendre volcanique. Ça n'a rien à voir avec une combustion, parce que les roches ne brûlent pas. D'accord. Quand on parle de cendre volcanique, on n'a rien à voir avec la cendre au sens combustion. C'est du sable, en fait. C'est du sable, c'est de la poussière de roche. Alors la mer vous fait du sable noir avec les roches volcaniques et c'est de la poussière de roche. Et les volcans font aussi de la poussière de roche par leur activité physico-chimique, d'explosivité. Et c'est ce au lieu de parler de cendre volcanique pour ne pas induire l'esprit des gens vers le feu, parce que ça peut être complètement froid. La Soufrière, c'est une montagne de poussière volcanique. On parle de poussière volcanique, plutôt que de parler de cendre. Parce que dans l'esprit des gens, la cendre, c'est feu. Ouais. Alors que c'est un terme technique. Et alors moi, je pensais que les volcans qu'on avait dans les petites Antilles, justement, comme par exemple, on a vu à Saint-Vincent il y a 2 ans. Oui, en avril 2021, oui. Donc ça, c'était une explosion. C'était de magma. C'était du magma. Absolument. Notre magma ici, il n'est pas liquide. Il n'est pas fluide, il n'est pas rouge. D'accord. C'est de la pâte à modeler, c'est du mastic.
D'accord. C'est très dense, c'est très visqueux, c'est froid, 800-900 degrés quand même. Ouais. Bon, Ok. à La Réunion, c'est chaud, 1200 degrés. Donc c'est très liquide et ça coule. D'accord. Et donc on va regarder ces coulées de lave comme si on est au bord de la rivière. Ouais. Dès qu'on saute pas dedans, pas de problème. Mais c'est pas dangereux. Tandis que nous, c'est très épais, très visqueux, très pâteux. Donc c'est gorgé de gaz et ça devient explosif. Parce que comme c'est pâteux, les gaz s'en vont pas. Non. Donc ça, à l'air libre, ça explose tout de suite. Et si vous êtes là, vous êtes mort. Donc la dangerosité de la Réunion n'est pas la même qu'ici. Donc ces volcans qu'on appelle des volcans explosifs, ah ben, à Saint-Vincent, il y a un dôme de lave qui est sorti en 1979, qui ressemble à celui de la Soufrière, sauf qu'il est dans une caldeira, dans une cuvette, et il est à 800 degrés, mais évidemment, interdiction d'y aller, de toute façon c'est chaud. Et c'était là depuis 1979, c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps. Il s'est quoi, formé 50 ans. tout jeune. Il est sorti de la lave qui est sortie de terre et qui monte, puisque c'est de la pâte. La lave qui sort, c'est du magma visqueux épais. Et donc ça forme des montagnes. Donc la Soufrière qu'on a en Guadeloupe, c'est une coulée de lave verticale. Ouais, D'accord. D'accord. Donc à Saint-Vincent, on a eu ça, et ça s'est figé comme ça en 1979, et ça finit par donner des précurseurs depuis décembre 2020, et à partir de mars-avril 2021, ça a explosé, et du coup ce dôme il a disparu, il s'est volatilisé. Ah oui, carrément. Alors il faut s'imaginer le dôme de la Soufrière au-dessus de Saint-Claude, Qui disparaît. volatilisé. Ben oui, c'est ça qui s'est passé à Saint-Vincent. Alors c'est magmatique, hein, c'est vraiment de la lave qui est arrivée en surface, de la roche chaude et molle, et ça crée des explosions. Mais du coup, ça, on savait que ça allait sauter. Ben, ça a prévenu depuis novembre. Alors déjà, depuis 79, c'était là. Ouais. Et il y avait des séismes dessous. Ouais. Et progressivement, avec l'activité qui se renforçait, dès le mois de décembre 2020, les collègues de Trinidad qui s'occupaient de Saint-Vincent avaient jeté l'alerte, avaient lancé l'alerte. Et ils ont évacué. Alors ça, je trouve ça gonflé, mais super génial d'avoir fait ça comme ça. Ils ont évacué une semaine avant l'explosion et quasiment certains endroits la veille de l'explosion. Ça, il faut être gonflé pour le faire parce qu'on Mais n'en sait rien. C'est ça, ça aurait pu être 2 jours avant. on sait quand ça commence, le T0, et on ne connaît pas le T0 de l'explosion. On sait que la Soufrière se met en situation de faire des éruptions, Ouais. donc de faire sortir quelque chose du sol, Ouais. mais on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Mais concrètement, demain, on pourrait dire, OK, alerte sur la Soufrière, il faut évacuer. Mais Pas demain. Il faut que ça commence aujourd'hui, qu'on ait des signes précurseurs. Ouais. Et à c'est partir que d'un dans- certain stade de signes précurseurs d'énergie, on décide, et c'est là la difficulté, qu'au-delà de tel stade, on peut avoir une éruption. Donc on va avoir danger pour la vie. Donc il faut évacuer. Et ça, c'est difficile à dire, parce que, imaginez-vous, vous pensiez que dimanche prochain, on est quoi? On est vendredi. Mais jeudi prochain, on évacue, parce qu'il y aura une éruption. On évacue aujourd'hui. Il se trouve que au mois de juillet prochain, vous n'avez toujours pas eu d'éruption, parce que ça s'est calmé. Ouais. Et donc là, vous passez pour un idiot. Ouais, donc politiquement, faut le porter. C'est pas facile à faire. Ouais. On sait que ça se réveille, mais dire le jour et l'heure de l'éruption, c'est impossible. Et Ouais. c'est là que le danger commence pour les gens. Donc il faut évacuer préventivement, c'est obligatoire, mais pas forcément toute la zone d'un coup, pas comme 76. Il faut évacuer les gens les plus proches, Ouais. progressivement, et au fur et à mesure qu'on voit l'évolution des choses, on élargit l'évacuation, OK. ou alors les gens reviennent chez eux progressivement selon l'évolution. OK. J'appelle ça évacuation à géométrie variable. Ouais. Il n'y a pas tellement d'autres solutions. Parce que, alors ça prévient, mais on n'a pas le T0. Mais au moins, on peut déjà anticiper. Mais on peut anticiper. Alors que le tremblement de terre, donc pendant qu'on parle, là, de fraction de seconde, là, on Ça peut a arriver 10 comme 000 morts en Guadeloupe et 10 000 morts en Martinique, simultanément pour le même tremblement de terre et les îles voisines. Ouais. Parce que ça va toucher tout le monde en même temps. Ah oui, D'accord. ah oui. Ah oui. Il serait gros comme ça. À ce point-là, et en 1843, il y a eu des dégâts depuis Saint-Martin-Saint-Barth jusqu'à Sainte-Lucie. Il n'y a pas des statistiques, genre que ça se réveille, ça bouge tous les X années ou... Alors, malheureusement, il y a eu Christophe Colomb en 1493, 4 novembre. Il y a eu la colonisation, 1635. Premiers habitants qui ont laissé de la mémoire, des écrits. Mais avant, on n'a pas l'histoire. Ouais. On a l'histoire géologique qui se base sur 100 000 ans, 2 millions d'années, etc. On Ça, n'a pas les événements. Mais on n'a pas les événements ponctuels comme Ouais. 1843 et on ne Ouais. sait pas ce qui s'est passé avant. Ouais. Donc le seul événement majeur en matière de tremblement de terre que l'on ait en Guadeloupe et Petites Antilles, le séisme des Petites Antilles, c'est 8 février 1843. Et depuis donc 180 ans, D'accord. 43, oui, c'est ça, eh ben, on attend le suivant. Mais il y aura un suivant, il y aura un suivant.
C'est sûr qu'il y aura un suivant. Le problème, c'est quand. Alors Tazieff, à l'époque, disait plus on attend, plus il sera fort. Ah ouais, Tazieff disait ça. Mais enfin, c'est pas forcément vrai, mais d'accord. c'est tout à fait logique de le penser. Ouais. Toi qui a grandi ici dans les années 50-60, quel est ton point de vue par rapport à notre résilience par rapport à ces événements-là? Alors, parce qu'on est beaucoup plus développé maintenant, on a des technologies qui sont plus avancées, mais qui ne sont pas forcément toujours plus adaptées. C'est quoi ton point de vue Alors, mon point de vue, c'est sur deux plans. Il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer le risque naturel en général et le cyclone en particulier. Ok. En matière de cyclone tropical, je dis, ça s'appelle cyclone tropical, le terme exact, on savait avant. Les années 50-60, c'est mon grand-père qui m'a appris Betsy et qui m'a appris les cyclones dans les années 1956. On savait et on avait un comportement radiologique et normal. Et pourtant, on avait des cases en bois, et beaucoup de cases en bois sur 4 cailloux. Hein. Et Ouais. tout ça, ça tenait. On s'arrangeait. Ça se faisait pas enlever par les cyclones? Non, mais pas, on les protégeait. Ouais. Bon, mais ça a toujours été. Et puis une case en bois sur 4 cailloux, quand les cailloux étaient partis, ben on remettait, avec 4 bonhommes, on soulevait la maison, on mettait les cailloux dessous et la vie continuait. Et ça, j'ai vu ça de mes yeux. Une maison en béton, c'est pas pareil. Elle n'avait pas de fondation, elle était posée sur 4 pièces. C'est pour des histoires d'eau, d'humidité, enfin de sanitaire, quoi. Aussi, ouais. Voilà, et de tradition. Ça, c'est la case créole. Le Guadeloupéen a toujours été propriétaire de sa maison, et jamais forcément du terrain. C'est pour ça qu'il y a des tas de problèmes Encore maintenant. de succession, de trucs, voilà, de propriété, tout ça. Bon, donc, sur le cyclone, on savait, on l'a perdu. Parce qu'on a fait confiance à la technologie. Et puis, on a beaucoup de personnes qui n'ont pas été levées. Alors, des cyclones, il n'y en a pas tout le temps. On a oublié. Et beaucoup de personnes n'ont pas été levées ici, même des Guadeloupéens. Hein. Alors, donc, on a oublié. Mais en matière des autres risques naturels, le tremblement de terre et tout ça, on ne sait pas. Mais, au point de vue résilience, on était plus résilient avant. Pourquoi? Parce qu'on ne dépendait pas, par exemple, de l'électricité. Mes cours de 4e au lycée Carnot, 5e, 6e, je les faisais à la chandelle à la maison, centre-ville de Pointe-à-Pitre. Hein, je ne parle pas de la campagne. Centre-ville de Pointe-à-Pitre, bougie, lampe à pétrole. Waouh. On avait 3-4 heures d'électricité par jour dans Pointe-à-Pitre. J'ai connu quelques heures d'électricité par jour dans Pointe-à-Pitre. Et mes parents, qui étaient des petits bourgeois, et de nom, et de rang social, ma grande famille maternelle s'appelait Bourgeois. On avait un frigo à pétrole. On avait ce frigo-là qui permettait d'avoir du foie, mais sinon, de manière traditionnelle, il y avait des marchands de foie, de glace dans les rues, à tricycle. Mais d'où venait la glace? Ben, par des glacières. Il y avait une glacière qui faisait de la limonade et du coca et de la glace. Et il y avait des glacières un peu partout. Et ça permettait d'être résilient, parce qu'on ne dépendait pas d'électricité. Parce qu'on avait l'habitude de vivre à la chandelle. Et tout ça. Donc le jour où il y a une catastrophe, il y avait un cyclone, tout ça, restait une semaine sans courant. Et alors pas besoin, puisqu'on a l'habitude de vivre sans. Ouais. Maintenant, c'est pas possible. Je veux dire, on se fragilise de plus en plus avec le fil de la patte qui est devenu l'électricité, maintenant le téléphone Ouais. et l'Internet. Avant, on n'avait pas besoin de ça. Mais il fallait l'essentiel, il fallait vivre, donc il fallait manger. C'est tout. Le courant électrique, ça dépend. On n'avait pas besoin de frigo, puisqu'on on avait de la conservation naturelle. Ma grand-mère faisait frire du poisson, et ça durait la semaine, au frigo, dans le garde-manger. Et sans compter les salaisons, sans compter les choses, les morues salées, tout ça qu'on avait aussi. On n'avait pas besoin de frigo, avec ses limites. Ouais. Et le beurre, c'était du Saint-Loup. Moi, j'étais levé au Saint-Loup. Donc ça se conservait. Ah oui, ça se conservait à température ambiante, sans problème. Et à l'époque, au niveau de l'alimentation, c'était du local essentiellement? 90%, c'est 90%. Il n'y avait pas de supermarché. J'ai vu arriver le premier prise unique de Pointe-à-Pitre en 1965. Est-ce que ça n'a pas été le début, justement? Ça a été le début. Alors, c'est parti des années 70, surtout 70-75, à partir de Giscard d'Estaing. On est devenu plus parisien que caribéen. D'accord. La Guadeloupe fonctionnait Caraïbe. Ouais. J'ai connu la place de la Victoire avec des bateaux 1 mât, 2 mâts, 3 mâts, 4 mâts à voile. Ouais. C'était le cabotage interile, Montserrat, Dominique, Sainte-Lucie, Haïti. Et tout le monde venait sur la place de la Victoire échanger les cochons, les poulets, les ignames, les oranges, les citrons et compagnie. Et les hommes et les femmes aussi, bref. Et tout le monde parlait créole, espagnol, anglais, machin, n'importe quoi sur la place de la Victoire. Et ça se démerdait. Après, quand tout le monde avait fait son commerce, chacun repartait chez soi. Le bon sens, quoi, les voisins. La darse de Pointe-à-Pitre, c'était des bateaux, Qui accostaient. Qui accostaient là en permanence, des très beaux bateaux. Hein. Ça, dans les années 50-60? 50-60, absolument.
C'est la place de la Victoire. À l'époque, là où il y a maintenant le grand truc à patin à roulettes, là, eh ben, c'était un terre-plein où il y avait des bœufs, il y avait enfin, les animaux qu'on échangeait, il y avait le bord de mer aussi, il y avait la poisson à côté. C'était ça. On a perdu beaucoup de... Et on est devenu, on était caribéen et on est devenu, je veux dire, parisien à partir des années 70-75, à partir du Scarpessin. Quand on a commencé à avoir des subventions, alors les 40% on les avait déjà, mais quand on a commencé à avoir des tas de facilités, et puis les premiers supermarchés, 65 pour le prix unique de Pointe-à-Pitre, et au fur et à mesure, il y a eu de l'importation et on a inversé le problème. On a inversé le problème parce qu'on en a résolu, mais on en a créé beaucoup. On a pensé que tout ce qui était local n'était pas bon et qu'il fallait manger ce qui venait des étrangers, quoi. Ouais. Du coup, on est dans la situation actuelle qui résulte de ce basculement. En termes de résilience, c'est moins bien, puisqu'on dépend de l'extérieur. Il suffit qu'il y ait une guerre ou n'importe quoi, maladie En Europe. en Europe. Donc ici, il faut qu'on se débrouille. Ouais. Je ne parle même pas de risque naturel. Ouais. Il suffit qu'il y ait n'importe quoi, où la France soit occupée à batailler ailleurs, ou bien qu'il y ait un problème climatique quelconque, ou bien, je ne sais pas moi, que... Augmentation des coûts de pétrole énorme. Par exemple, le transport, il va falloir se redébrouiller ici. Mais quand tu sortais du Romain-Michel, tu allais tout droit sur le pont de la Gabarre, à main gauche, là il y a Carrefour, Market et compagnie, enfin sans donner de marque, c'était de la mangrove. Et là, il y a EDF, Bergevin, actuellement, c'est de la mangrove. Ouais. C'est de la mangrove, à toi, t'es gauche. Ouais. Et ici aussi. Et du coup, à ce niveau-là aussi, on a perdu de la résilience parce que... Alors, du coup, on a perdu de la résilience parce que déjà, on a perdu de la nourriture parce que c'est garde-manger et en même temps, ça protégeait. Et la mangrove, ça protège des tsunamis, ça protège des marées de tempête, etc. Et du coup, on a colonisé tout ça. Et on s'étonne après qu'on me dise que dans 50 ans, 16 000 Guadeloupéens doivent quitter le littoral. J'ai dit d'accord. Dans 50 ans, ou même dans 30 ans, il paraît. Mais il y a 50 ans, c'était déjà de l'eau. Eh oui. On a comblé, on a mis des gens là. Mais il va falloir... Le risque sur Bergevin, c'était de l'eau, c'est de la mangrove. Donc il va falloir de revenir sur nos pas. On refait la roue, on réinvente la roue. C'est ça notre problème de résilience. Ouais. Ouais, je vois, c'est les deux. Donc, on imagine que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est nouveau, c'est pas vrai. Y compris les sargasses, que j'ai connu les années 50. Il y en avait... Je ne sais pas dire s'il y en avait plus avant que maintenant. Mais moi, j'ai fait des bagarres de sargasses. Comme en France, on fait des bagarres de boules de neige. Hein. D'accord. Sur mes plages du bas du Fort, Gauzier. Tu connais le bas du Fort? Ouais, bien sûr. Ben, c'était de la campagne. C'est de la friche. C'était les plages des Pointois. C'était déjà plage, hein. Il n'y avait pas de mangrove là, à cet endroit-là. Ah non, c'était plage. La mangrove, c'est la marina. Ouais, c'est ça. Ah, d'accord. On enjambait la marina actuelle, qui était une mangrove, par un pont qui s'appelait le Pont Blanc. Et d'ailleurs, j'ai lu les anciennes cartes. Tu regardes les anciennes cartes de la Guadeloupe, et 1858, tu vas voir. Pont Blanc, l'entrée du Fort Fleur d'Épée, au pied de la route, et depuis la route jusqu'à quasiment un village Vivet, tout ça, t'as des plages, sable blanc. Et j'ai vu des sargasses autour de la table, et on s'en battait, on se donnait à cœur joie. Sauf quand ça puait, il n'y avait personne, ça gênait personne. C'est pas nouveau les sargasses. Ouais. Donc on a l'impression que c'est le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique peut jouer les sargasses dans la mesure où ça modifie les courants marins. Et là je suis d'accord qu'on puisse avoir cette invasion de sargasses à cause de la modification des courants marins. Mais j'ai travaillé à Trinidad et je sais que j'ai eu l'occasion de lire un bouquin espagnol, créé par un espagnol vénézuélien, qui parlait d'une invasion de sargasses au début du XXe siècle, dans toutes les Antilles. D'accord. Et quand tu lis Christophe Colomb, Shankar, son médecin de bord qui a fait son livre de bord, il parle des sargasses. Quand tu lis Jules Verne, 20 milieux sous les mers, il parle des sargasses. Ouais, la mer de Sargasses, c'est dans beaucoup d'écrits aussi. Et oui. Et c'est parce que la mer de Sargasses, c'est un endroit où il y a des courants qui tournent en rond. Il n'y a pas de vent. Et donc les pirates, les bateaux, tout ça, à voile, se coinçaient là-dedans. Ça restait des mois à tourner en rond. Cette mer de Sargasses, elle a de temps en temps, elle s'évacue vers l'Atlantique. Elle s'évacue vers l'Atlantique. Pourquoi? Parce que j'ai fait du latin et du grec à l'époque. Okay, 6e, 5e, 4e. Et j'ai appris dans les légendes gréco-romaines, tout ça, que les Phéniciens qui avaient créé la ville de Carthage et de Tunis, ils naviguaient en Méditerranée. Ils sortaient par Gibraltar pour aller dans l'Atlantique. Et comme ils croyaient que la Terre était plate, ils tombaient dans les sargasses, ils faisaient demi-tour. Parce qu'après les sargasses, ils pensaient que c'était le trou. Le trou. J'ai appris ça à l'école, en légende probablement, mais j'ai appris ça. Donc c'est pas nouveau les sargasses, c'était dans 800 avant Jésus-Christ. Mais est-ce qu'on n'a pas, j'ai l'impression que enfin, là on en souffre beaucoup, mais alors on en souffre beaucoup pour deux raisons. Première raison, c'est qu'on a colonisé le littoral. On a colonisé le littoral. Ouais, d'accord. Personne n'habitait au bord de l'eau avant. Les gens disaient,
ma grand-mère disait, on n'habite pas au bord de l'eau, c'est trop dangereux. Risque naturel, hein. Ouais. Et maintenant, les sargasses. Et deuxièmement, il y a une chose qui est fondamentale, les sargasses, il y en a où? Il n'y en a que sur la côte au vent. Oui. Et cette côte au vent, il y a quoi? Il y a des barrières de corail. Oui. Il n'y a pas de barrière de corail sur la côte sous le vent. Ouais. Donc, elles ne sont pas retenues. Donc, elles s'évacuent, elles passent. Oui. Mais elles passent, mais elles rentrent et elles repartent. Elles ne sont pas retenues. Elles ne vont pas infester le territoire. Et il y a un deuxième facteur qui a aggravé le problème depuis les années 70, 80, c'est les enfouissements. Ah ouais. Et j'ai des films de la DEAN qui montrent au Capesterre de Marie-Galante l'évidence de l'enrochement qui retient les sargasses. À Capesterre. Ah oui, les digues. Les digues et les ports de pêche, mal faits. Ah oui. À Capesterre, c'est ça. Ouais. Voilà. Donc, alors j'ai un film avec drone qui montre les sargasses accrochées à ça. Alors on m'a dit maintenant il y en a plus qu'avant. J'ai dit ouais, mais avant il n'y a pas d'enrochement. On a des sargasses depuis Wayam, le Capesterre Bello, jusqu'au Moule, et partout il y a des enrochements. Donc quelque part l'homme a agi. Moi je crois parfaitement au réchauffement climatique, mais je crois aussi à certaines bêtises que l'homme a faites qui aggravent le problème. Ouais. Écoute. Régénération Caraïbes, le podcast.